L'individualisation des droits sociaux notamment, c'est une des priorités du mémorandum du Centre d'action laïque. Et donc effectivement, on avait décidé ici de recentrer un petit peu sur les enjeux de la région bruxelloise, puisqu'on sait que en tant que grand centre urbain, en tant que capitale, ça a évidemment d'autres conséquences. On a plus de 2 millions de Belges globalement qui courent un risque de pauvreté. Le seuil de pauvreté, pour partir sur des chiffres, s'élève à 1 366 € en tant qu'isolé et à 2 868 plus ou moins, quelques euros près en fonction de l'indexation, pour un ménage de 2 adultes avec 2 enfants. Et on a globalement en région de Bruxelles-Capitale 28% de la population qui est sous ce seuil de pauvreté et 40% qui est dans le risque d'exclusion sociale. Donc c'est évidemment des chiffres de base qui peuvent être modifiés très à la marge, mais globalement qui doivent en tout cas être le socle de ce débat. Alors nous, ce qu'on a voulu, c'était réunir des candidats, je vais vous présenter juste après, mais aussi des candidats qui ont un certain ancrage local aussi. Ça semblait intéressant de voir, puisque on va s'interroger aussi sur la soutenabilité des pouvoirs locaux. On sait que notamment depuis la crise, les pouvoirs locaux, les communes bruxelloises font face à cette exclusion sociale, sont en première ligne pour accueillir ce risque de pauvreté, voir quelles sont les bonnes articulations avec la région, comment en fait améliorer tout simplement les politiques sociales, et ça je vous laisserai. Et alors ensuite une deuxième question, une deuxième partie, je vais dire, où là on va s'interroger un petit peu plus sur la dimension genrée, c'est-à-dire comment est-ce que effectivement on met en place des initiatives, des politiques spécifiques pour les femmes et en particulier on pense évidemment à la réalité des mamans solo. Alors en tout cas donc merci, ça va être les deux questions. Après il y aura évidemment un échange avec le public et puis on pourra poursuivre les échanges de manière informelle avec un petit lunch. Et puis voilà, je sais que votre temps est compté, donc ne vous inquiétez pas, vous serez partis bien à temps pour les autres. Voilà, exactement. Vous aurez donc par ailleurs, en parlant de temps limité, on aura ici une gardienne du temps, donc ce sera 3 minutes globalement par prise de parole. Comme ça, évidemment, tout le monde est sur le même pied d'égalité. Khalil Awasti pour le PS, vous êtes premier suppléant à la Chambre vous êtes candidat premier suppléant à la Chambre à Bruxelles. Vous êtes actuellement député et premier échevin à Koekelberg. Virginie Van Lierde, bonjour, bienvenue. Vous êtes 14e à la région, vous représentez les engagés. Vous avez travaillé pendant près de 15 ans, je pense, pour Actiris en région bruxelloise. Donc vous connaissez un petit peu le domaine. Bruno Bowens, bonjour. Le PTB, 8e en région bruxelloise. Et vous êtes actuellement d'ailleurs député à la région, au Parlement bruxellois. Charles Stens, bonjour. Vous avez représenté le groupe Défi, 45e à la région bruxelloise comme candidat. Et vous êtes actif notamment localement à Saint-Gilles, je pense. Donc vous avez dû côtoyer peut-être Alain Marron, bienvenue. Vous êtes 2e en binôme avec à la région bruxelloise, donc tête de liste binôme, et vous êtes actuellement ministre de l'Action sociale à Bruxelles. Et enfin, Vincent De Wolf, bourgmestre d'Etterbeek, vous pousserez la liste du MR et vous êtes aussi actuellement, vous étiez député bruxellois. Donc vous voyez un panel quand même d'acteurs locaux aussi, qui connaissent très bien la région bruxelloise. Donc ça risque d'être passionnant. Et donc je vais céder la parole, on va faire comme ça et puis on refera comme ça et ensuite après on partira du milieu comme ça, chacun partira des extrémités comme ça, voilà, il y a des avantages pour chacun. 3 minutes, ma première question elle est celle-ci, globalement, on a effectivement, on l'a dit, donc un risque de pauvreté, des chiffres qui sont compliqués. La prochaine législature, on sait le carcan budgétaire va être ce qu'il est, donc la question, elle est comment est-ce qu'avec les pouvoirs locaux, on peut mieux articuler les politiques sociales, les améliorer? Comment est-ce que les pouvoirs locaux peuvent s'articuler entre eux? Comment est-ce que l'articulation avec la région bruxelloise peut aussi améliorer ces politiques sociales? Quelle est la réalité de ces réalités locales? Voilà. Merci et merci pour l'accueil aussi. Je pense que quand on parle précarité à Bruxelles, comme vous avez bien décrit, hélas, qui est une précarité qui augmente, qui monte,
En tout cas, les nombreux témoignages que, à mon avis, pas uniquement le PTB reçoit, mais que tout le monde reçoit, c'est qu'un des facteurs importants de la précarité, de la pauvreté des gens à Bruxelles, c'est le prix du loyer. Et donc ça joue au niveau de la région tant qu'au niveau de la commune. Mais donc on voit qu'il y a une dynamique qui est en train de s'installer dans la région bruxelloise, qui va plutôt dans le sens de ce qu'on est en train de voir, par exemple, à Tour et Taxi, ce qui veut dire qu'en fait, les terrains publics que la région et ou les communes possèdent sont vendus pour en fait 3 fois rien. C'est entre 30 à 70 millions que le terrain de Tour et Taxi a été vendu, par exemple, pour y installer un projet de logement cher qui a actuellement une valeur estimée de 1 milliard. Et donc, beaucoup de Bruxellois et de Bruxelloises nous disent on ne sait plus payer le loyer, on va devoir quitter la région de Bruxelles, on va devoir quitter notre ville qu'on aime tellement. Et donc, où on continue, comme vous le dites, avec le carcan budgétaire, etc., de dire ok, il n'y a pas d'argent, etc., pour le public, et donc en fait on donne tout au privé, et ce qui veut dire que les prix flambent. Donc ça, je veux dire, il y a aucun doute que le gros facteur de pauvreté à Bruxelles, c'est justement le prix du loyer. Ou de l'autre côté, on dit, ok, on va regarder et on va faire en sorte que sur le terrain public, qu'on installe des logements 100% publics et 30% social. Donc c'est comme, nous on prend l'exemple de Vienne par exemple, qui évidemment a décidé il y a longtemps de dire, ok, la ville de Vienne veut devenir un acteur principal pour pouvoir jouer sur le loyer, et qui a plus ou moins 250 000 logements de la ville, logements publics, logements sociaux, etc., et où la ville de Vienne a un levier justement pour jouer sur les loyers. Et donc, le prix des loyers est un enjeu, ça sera à mon avis un des enjeux principaux pour la prochaine législature, et donc évidemment nous on défend qu'il faut une grille qui fait descendre les loyers pour que les gens puissent un peu respirer financièrement. Et avec ça, j'espère que je suis dans les 3 minutes. Merci beaucoup. Alors les micros sont là. Juste une petite information. Après, donc le débat il est filmé, il est retranscrit sur YouTube, mais après je prendrai chacun d'entre vous juste 30 secondes pour filmer et faire la capsule qui sera diffusée sur les réseaux sociaux à partir de demain. Mais comme ça vous pouvez déjà penser à vos priorités. Monsieur De Wolf, vous avez un micro devant vous. Nous vous écoutons. Mais voilà, tout d'abord, merci pour l'invitation. Moi, je suis un libéral social, c'est ma marque de fabrique, donc je suis heureux d'être invité dans ce débat. Je dirais tout d'abord que je suis évidemment pas ici dans un but polémique ou de dispute entre partis. La réalité de la précarité, de la pauvreté, elle est là. Je voulais quand même rappeler qu'on n'est pas tous du même côté de la table aujourd'hui. Mon parti est depuis 20 ans dans l'opposition. Dans l'opposition, on fait des choses, on travaille, mais on ne sait pas réaliser sur le terrain, en tout cas au niveau régional. La responsabilité est plus aujourd'hui à gauche par rapport à ça, puisque les socialistes sont là depuis toujours, les écolos sont là maintenant depuis longtemps. Et cela étant, la région est quand même compétente pour le logement, la salubrité, l'énergie, la médiation de dette, le sans-abrisme pour une partie, la première ligne de soins de santé, généralistes, les maisons médicales. Donc on ne peut pas dire que la région soit sans moyens. Je remercie d'ailleurs Monsieur Marron qui a été parfois au-delà de ses compétences en aidant les CPS pour les équipes les équipes mobiles de CPS, les maisons de l'autonomie, enfin des initiatives qui ont été positives et que nous avons relevées sur le plan communal. Ce que je voulais quand même mettre en ligne, si je dirais, c'est la différence entre les partis de gauche et notre parti par rapport à la précarité. Je pense que tout le monde est de bonne foi, que tout le monde essaye d'aider. Ça, je crois que c'est évident. Mais les moyens sont différents et l'objectif est différent. Je veux dire par là que nous, on estime, et modestement, je pense, mon père était ouvrier, il a été au départ avec un problème de formation et sans revenu, il a été aidé par ce qu'on appelait la CAP à l'époque, l'ancêtre du CPS. Donc je sais d'où je viens et je pense que l'objectif c'est ça, c'est d'aider les gens à quitter la précarité, c'est durablement sortir de la difficulté et pas rester dans un assistanat déterministe qui fait que si on est dans un logement social, par la suite on sera aussi dans un logement social et c'est très très différent comme objectif, c'est donner les moyens de l'ascenseur social et pas rester dans des difficultés. Ça fait une grande différence entre nous. J'espère pouvoir dans ce débat, vous avez parlé de l'impact local. Oui, je suis bourgmestre depuis plus de 30 ans dans ma commune.
C'est une vraie vocation pour moi et le fait d'être parlementaire en même temps, j'estime que c'est utile parce que les compétences sont les mêmes et on a les pieds dans la réalité et j'aimerais pouvoir parler de ce que j'ai pu faire sur le plan social dans ma commune. Je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps. 20 secondes. Alors, je vais simplement vous dire que pour moi, la lutte contre la précarité, c'est multifactoriel. Il y a le logement, il y a la santé, il y a l'éducation. Moi, je me suis lancé en politique à la demande de ceux qui sont venus me chercher à l'époque, parce qu'ils voulaient mon père au départ, qui n'a pas accepté. C'est la santé publique et l'enseignement public. Pour moi, on ne peut pas être mieux ou moins bien soigné, ou mieux ou moins bien éduqué en fonction des revenus qu'on a ou qu'on n'a pas. Voilà, j'en termine. Merci beaucoup. Monsieur Marron. Merci et bonjour à toutes et tous. Et donc, commencer sur quelque chose de consensuel, je pense, c'est que nous devons tous constater qu'il y a trop de précarité à Bruxelles. Le résultat n'est pas satisfaisant. On ne peut pas satisfaire du résultat actuel de la situation de pauvreté et de précarité à Bruxelles. Ça dépend partiellement des politiques de la région, c'est vrai. Ça dépend aussi des politiques fédérales. Quand on met en place de l'exclusion du chômage, par exemple, ce qui a été fait un certain nombre d'années, que certains veulent faire plus encore, ben, ça entraîne de la précarité supplémentaire. Voilà. Alors à Bruxelles, on essaye de mettre en place des politiques qui résolvent les problèmes et on a voulu lier les politiques sociales et les politiques de santé, tout simplement parce qu'à Bruxelles, on ne sait pas mener une politique de santé sans faire une politique sociale et réciproquement. Dès qu'on discute avec les actrices et les acteurs de terrain, les travailleuses et les travailleurs qui sont en contact avec ces publics et essaient de les aider, ils nous le disent. Vous discutez avec des médecins, les problèmes qu'ils rencontrent dans leur pratique professionnelle, en général, sont liés à des problématiques sociales de la part de leurs patientes et de leurs patients et de l'accès aux soins. Idem quand on discute avec des intervenants sociaux, bien souvent ils nous disent, en fait, notre public a des problèmes de santé mentale, par exemple, ou d'autres types de santé ou d'accès aux soins. Bref, on a travaillé là-dessus globalement et fait le plan social santé intégré qu'il faut maintenant accentuer. C'est donc une vision par territoire qui est axée sur les quartiers, misant sur des contrats locaux social santé, avec un renforcement des moyens des CPS pour les mettre en place. L'idée, c'est l'accès, que les personnes puissent accéder aux services de soins, accéder aux services sociaux. On a agréé une multitude de maisons médicales sous cette législature. On a résorbé en fait la file d'attente des maisons médicales en attente d'agrément. On doit continuer. Agréer aussi ce qu'on a appelé des centres sociaux santé intégrés. Ce sont des associations qui travaillent de manière multidisciplinaire pour aider les gens aussi bien sur leurs problèmes de santé que sur leurs problèmes sociaux. Et tous les agréments sont passés, tous les textes légaux sont passés pour pouvoir maintenant lancer les agréments. C'est en route et on doit continuer à contractualiser avec les CPS. Il n'est pas admissible qu'à Bruxelles, il y ait 19 CPS avec 19 pratiques complètement différentes, alors que nous les finançons plus que jamais à partir de la région. On doit financer plus encore les CPS pour aider les personnes à sortir de la pauvreté, à trouver des solutions, mais pour ça, il faut que les CPS acceptent de contractualiser et d'harmoniser leurs pratiques. La non-harmonisation des pratiques entraîne en fait de l'éjection et de la complexité des problèmes d'accès aux droits. Enfin, de manière plus globale, oui, il faut réguler le marché locatif. Oui, il faut changer la fiscalité pour augmenter les bas et moyens revenus. Oui, il faut supprimer le statut de cohabitant. Et enfin, et surtout à Bruxelles, et surtout pour Bruxelles, il faut régulariser les personnes sans papier, ou en tout cas un bon nombre des personnes sans papier. Pardon. Merci beaucoup. Alain Marron tape du poing sur la table. C'était pas possible. Aussi me chronométrer comme Alain, comme ça, je suis certain d'essayer. Alors bonjour à toutes et tous. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. À mon sens, il y a plusieurs piliers pour lutter contre la précarité. Le premier pilier, c'est pour celles et ceux qui travaillent, c'est d'avoir un salaire juste et qui leur permette de vivre. Et ça, je pense qu'il y a au moins deux combats là-dedans, en ce qui concerne le salaire juste et le salaire digne. C'est d'abord le salaire minimum. Le salaire minimum a évolué, mais il doit encore évoluer, et c'est la raison pour laquelle
Il y a dans le programme du Parti socialiste une volonté d'aller vers un montant de 2800 € brut à l'horizon 2029. Et ça n'est pas juste un chiffre qui est donné comme cela, c'est parce que 2800 € brut, c'est à l'horizon 2029, 60% du revenu médian. Et c'est une directive européenne qui nous impose d'aller vers là. Et pour vous donner un exemple, 2800 € brut à l'horizon 2029, c'est 14 € brut de l'heure. Je ne suis pas certain que gagner 14 € brut de l'heure soit aujourd'hui un salaire excessif ou indécent en Belgique. 2, il y a la question, au fait, des allocations. Il faut absolument faire en sorte, je vais déposer ça, que le régime des allocations puisse au moins être au seuil de pauvreté. Il y a une incohérence en Belgique qui est de dire que le seuil de pauvreté, c'est un seuil objectif qui est défini par des critères de privation et qu'on continue à octroyer à des personnes qui sont dans le besoin des allocations qui donc sont inférieures et qui amène de facto et légalement à ce que ces critères de privation soient rencontrés. Ça ne va pas et il faut pouvoir augmenter ces allocations. Ça peut être notamment à travers le revenu d'intégration sociale, que ce soit et il faudra à ce moment-là soit et une intervention fédérale et une intervention régionale. L'intervention fédérale dans le remboursement en fait du pourcentage du risque, l'intervention régionale dans le financement, que ce soit à travers le Fonds social d'action sociale ou la dotation générale aux communes, que pour soutenir nos CPS. Ça, c'est 2 éléments fondamentaux. Et puis il y a tous les services publics, toutes et tous. On a parlé des soins de santé. Les hôpitaux publics bruxellois sont fondamentaux et permettent et ont permis de soigner plusieurs millions de personnes sur notre territoire avec un vrai seuil d'accès ici à Bruxelles. On parle des maisons médicales, elles sont nécessaires dans le maillage et dans la première ligne parce qu'on sait qu'aujourd'hui l'accès à l'hôpital est plus complexe, mais il faut pouvoir renforcer et refinancer nos hôpitaux publics bruxellois. Il faut pouvoir développer les questions de logement, il faut pouvoir aider à travers l'accueil de la petite enfance et développer des services d'accueil à la petite enfance. Pas moi qui vais dire le contraire sur la question de l'enseignement. Et pour les personnes âgées, il faut pouvoir mettre en place et faire en sorte de penser les structures d'accueil des personnes âgées, maisons de repos et de soins. Il y a une grosse réflexion qui va nécessiter du financement, mais il faut pouvoir aussi assurer finalement l'accueil de ces personnes âgées. Enfin, il y a le rôle, effectivement, puisqu'on parle de région, et quand on parle de région, c'est de quoi parle-t-on? D'après des études, pour refinancer communes, CPS, hôpitaux publics, il faudrait à peu près une enveloppe de 100 millions d'euros par an, que pour maintenir en fait le service public, voire le renforcer. 100 millions sur un budget de 6,5 milliards, ça n'est pas rien, mais ça n'est pas impossible à trouver. Et ça permet aussi de faire en sorte que tous ces stabilisateurs sociaux soient là pour veiller à la lutte contre la précarité de manière globale et transversale à Bruxelles. Voilà, je m'arrête. Voilà, ça fonctionne. Ben, merci beaucoup. Écoutez, je voudrais commencer par reprendre ce qu'a dit Monsieur De Wolf. Effectivement, c'est un problème qui est multifactoriel, face auquel je pense beaucoup de politiques, qu'importe les partis, ont envie de répondre de façon constructive et avec bonne volonté. Je pense que voilà, je pourrais revenir avec des propositions de nos partis comme le bouclier social à 1300 €, le revenu minimum à 1800, mais j'aimerais aller plus loin en parlant, par exemple, du logement. Quand on sait qu'une la liste d'attente est de 12 ans, il est impératif qu'on essaye de diminuer ce chiffre, que ça soit par les agences immobilières sociales, l'allocation loyer, mais également avec des mesures de prévention à l'expulsion. C'est quelque chose dont on parle rarement, mais aller dans le préventif plutôt que le curatif, c'est aussi des économies. Quand on pense qu'une personne, lorsqu'elle se fait expulser de son logement, a généralement en moyenne 2300 € de dette, ce qui n'est pas grand-chose. Alors, il y a la question de l'emploi, avec un accompagnement qui est vraiment nécessaire, en essayant de rapprocher le plus possible la question de la formation, mais de l'emploi. Mais pour ça, il faut des chiffres, il faut des études au plus près. Je vais parler aussi de l'aspect structurel. Dépendamment de ça, j'étais récemment dans les Marolles, à l'entraide des Marolles, et je discutais avec les assistants sociaux qui travaillent là. Ils m'expliquaient que le gros problème qu'ils rencontraient en première ligne, c'est qu'ils avaient beaucoup de gens qui étaient, 1, en fracture numérique, 2, en fracture linguistique. Et donc, pour lutter contre la précarité, il faut vraiment essayer d'investir massivement pour que ces personnes qui normalement sont censées faire leur métier de travail social puissent en même temps se libérer les mains de ça et de pouvoir justement mettre les gens en résilience par rapport à ces fractures. Tout
toujours du point de vue structurel, je reviens à ce que Monsieur Marron disait. Oui, effectivement, le plan social santé intégré est un vrai pas en avant, étant donné que de par son approche de terrain, sa transversalité, on arrive vraiment à travailler sur une question d'équité plutôt qu'une question d'égalité. Et je pense qu'il faut continuer à travailler dans ce sens-là. Et pour continuer, j'aimerais parler aussi de la question de la solidarité, dans le sens où il faut mettre des mécanismes solidaires pour essayer de travailler contre la précarisation, notamment un simple exemple, l'achat groupé d'énergie. Qui est une solution qui fonctionne, qui a déjà été utilisée en Belgique, mais qui fonctionne à l'étranger, qui permet d'avoir un levier assez puissant dans le cadre de négociations de prix. Et pour terminer, je pense qu'il y a aussi une question de cohésion sociale. Les fractures sociales sont nombreuses, la mixité est fragilisée. On le voit même physiquement dans certaines communes. On parle du Haut-de-Saint-Gilles, du Bas-de-Saint-Gilles. Le décret inscription partait d'une bonne volonté, mais dans les écoles a créé finalement des ghettos. Au-delà de ça, on dit souvent que les amis ça aide, mais les relations ça sauve. Et je pense qu'en créant plus de mixité sociale par l'école et par des surfaces finalement de rencontres sociales, on pourrait lutter contre la précarisation. Voilà. Merci beaucoup. Ou bien dans le cours de philosophie et citoyenneté, s'il passe à 2 heures, puisque tout le monde apparemment. Madame Van Lierde. Merci à tous, merci pour votre présence et merci pour votre invitation. Moi, je voudrais commencer par parler vraiment des CPAS. Donc, on a parlé d'une harmonisation des CPAS, on le voit, ils n'ont pas la même grille pour le calcul pour les citoyens. Ça provoque des mouvements au sein de Bruxelles parce que les citoyens parlent entre eux et donc ils savent que dans certaines communes, les CPAS acceptent plus et donc ils se dirigent vers ces communes-là. Donc, je pense qu'il faut vraiment remettre des moyens au niveau des CPAS, mais harmoniser les pratiques différentes au sein des CPAS, particulièrement aussi mettre des subsides pour les classes moyennes. Je pense qu'on est vraiment face à une précarité effectivement à Bruxelles, mais la classe moyenne n'y échappe pas. Nous allons parler des familles monoparentales tout à l'heure probablement, et je pense que c'est vraiment un des gros débats à mettre en place au niveau des familles monoparentales. Moi, je voudrais parler des synergies, c'est-à-dire des synergies entre la région, entre les communes, entre le CPAS, entre les différentes associations qui travaillent dans un terrain local. On parle beaucoup de mutualisation. Il existe des projets, par exemple sur Forêt, où en fait il y a eu un appel à projet de la commune. Les associations ont refusé de répondre individuellement à cet appel à projet et ont mutualisé leurs forces. Ils ont vraiment créé un projet qui fait de la prévention à la précarité, qui travaille aussi avec, contre le sans-abrisme, avec les personnes qui sont sans domicile fixe. Et donc ils ont vraiment un travail qui se fait de façon beaucoup plus holistique et qui travaille vraiment sur un territoire donné. Moi, je connais pas bien Forêt et j'ai aussi appris qu'il y avait un haut de forêt et un bas de forêt. Et c'est vraiment, j'ai été assez impressionnée par cette mutualisation de ces associations, pouvoir les rencontrer. Donc la mutualisation, c'est pas la fusion, hein. Donc ils ne fusionnent pas, mais par contre ils mutualisent leurs ressources, ils mutualisent en fait au niveau des publics cibles pour pouvoir améliorer l'accompagnement à la précarité. Je voudrais aussi parler évidemment des politiques de proximité. Mais aussi, chez les engagés, nous, on voudrait travailler sur les politiques de logement, bien évidemment. On voudrait parler sur le non-recours au droit. Je veux dire, la précarité, un des facteurs de précarité, c'est le non-recours au droit. Je suis désolée, j'ai plus beaucoup de voix, j'ai beaucoup parlé hier soir. Et donc, comment faire pour que justement les citoyens puissent avoir recours à leurs droits? Eh bien, on peut aussi y répondre avec ces politiques de proximité, avec ces associations qui vont directement sur le terrain. Nous, on voudrait qu'il y ait une certaine automatisation des droits. On en parlera probablement aussi dans la discussion sur la monoparentalité, mais je pense que c'est un chapitre qui va falloir creuser à un moment ou à un autre pour simplifier aussi tout ce qui est administratif. Les personnes qui sont en situation de précarité souvent sont complètement dépassés par le côté administratif que leur demande, que ce soit les CPAS, que ce soit les différentes institutions auxquelles ils ont accès. Et puis, je voudrais évidemment parler de l'emploi. Vous l'avez dit, j'ai 14 ans derrière moi d'actrice. L'emploi, c'est évidemment un énorme levier pour lutter contre la précarité. Chez les engagés, on est pour l'accompagnement qui mène à l'autonomie. Et on est pour la générosité d'accompagnement. Mais
le but, c'est vraiment d'accompagner pour aller vers l'autonomie et donc pour évidemment trouver un emploi, sortir de la précarité, avoir des accompagnements. C'est fini. Pardon. Excusez-moi. J'ai trop parlé, donc je m'arrête là. Mais donc l'emploi est une mesure importante. Merci beaucoup à toutes et tous. Je crois qu'on a survolé un petit peu et je pense que c'est très intéressant parce qu'on a bien vu un petit peu les différentes priorités de chacun, donc c'est extrêmement intéressant. Alors, on a parlé santé, on a parlé logement, on a parlé institutionnel aussi. Hein, et je pense que là, il y a quand même la question des CPAS, en tout cas, semble être venue plusieurs fois au niveau institutionnel. Hein, donc, comment améliorer cette articulation-là. Il y a évidemment différents publics vulnérables par rapport à ce risque de précarité et de pauvreté. On l'a dit, on va s'intéresser effectivement au public des femmes, hein, vous en aviez parlé, avec en particulier les familles monoparentales. Madame Van Lierne, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Quelles sont en tout cas les politiques à améliorer, les initiatives, hein, qu'elles soient vraiment petites? Il y a des bonnes choses qui se font, hein, notamment à Saint-Gilles, qui se font par rapport à ça. Comment est-ce qu'on peut généraliser tout ça à l'échelle de la région, avoir véritablement une politique axée sur ce public-là? Alors déjà je vais parler du cœur parce que moi je suis une maman monoparentale en situation de monoparentalité et donc c'est évidemment un sujet qui me touche particulièrement. Chez les engagés, nous voulons créer un statut pour les familles monoparentales qui va justement créer une automatisation de certains droits. Donc ça, c'est fondamental. Alors, sur quoi on peut jouer au niveau des familles monoparentales? On va de nouveau utiliser les mêmes différents thèmes, qui sont les thèmes de logement, qui sont les thèmes de l'emploi, qui sont les thèmes de l'enseignement, qui sont les thèmes de précarité, pardon. Et donc, nous, on voudrait vraiment proposer un accompagnement à ces femmes. Il faut savoir qu'il y a une nouvelle étude qui est sortie au mois de mai, où avant, on disait que 85% des familles monoparentales avaient à leur tête une femme, et dans la nouvelle étude, on a un peu baissé le taux, et on tourne autour de 65%. Il y a toute une étude qui est faite dans un gros projet qui s'appelle Welcome Home, qui est de nouveau un projet de mutualisation des associations. On va retrouver des associations qui sont issues de la précarité et qui s'occupent aussi de la monoparentalité. Et donc, en fait, ces associations ont créé un mémorandum, ont fait 10 propositions politiques, ils sont tous venus nous présenter leurs propositions. Et c'est vrai que chez les engagés, c'est un thème qui nous porte très fort. Alors, qu'est-ce qu'on garde? Nous, on a gardé presque 90%, je pense, de leur mémorandum. Et donc, on parle de faciliter la vie des familles monoparentales en ayant des crèches qui soient évidemment accessibles, en ayant des logements qui soient accessibles. Et par exemple, on a un tout petit peu parlé des logements sociaux, mais donc en permettant, avec un statut de famille monoparentale, de monter de 5 points dans l'attribution d'un logement social. On peut également parler d'accès aux soins. Je veux dire, la majorité des familles monoparentales ne se soignent pas elles-mêmes ou ont du mal à soigner leurs enfants. Ça coûte excessivement cher. La santé coûte cher aussi aux citoyens. Et donc, nous voudrions généraliser le tiers payant. Nous voudrions qu'il y ait aussi la possibilité d'avoir des consultations gratuites, y compris en ce qui concerne les processus de logopédie, etc. Donc tout ça pour nous c'est vraiment important. Au niveau de l'éducation, on veut évidemment continuer la gratuité de l'école et même augmenter la gratuité de l'école. On veut aussi permettre l'augmentation des allocations familiales jusqu'à un plafond allant au-delà de celui qui est actuellement de 31 000 euros, nous on va aller jusqu'à 45 000 euros. Et donc on veut vraiment permettre à travers toute une série de petits points de faciliter la vie des familles monoparentales parce que c'est indispensable. Je le disais d'entrée de jeu, il y a beaucoup de familles monoparentales qui font partie de la classe moyenne et qui en fait sont particulièrement touchées. On pense aux crises énergétiques. Moi je peux vous dire que ça m'a vraiment fait paniquer de voir le prix des énergies augmenter et je me suis dit qu'à terme, je ne pourrais plus payer ma facture. Donc il faut vraiment pouvoir agir et donner la possibilité aussi aux CPS et aux associations d'agir. Merci. Merci à vous.
Alors oui, donc la monoparentalité, c'est un sujet qui a été sur la table, dont le plan de lutte contre contre la précarisation liée à la monoparentalité, a été déposé par Monsieur Marron, mais également Madame Benamou, Monsieur Claire-Failly. Le gros problème qu'on rencontre, par exemple, c'est qu'il y avait une initiative qui avait été mise en place en 2004 par Madame Mandela, qui était donc le SECAL, service d'aide aux créances alimentaires. Ce service demande à être renforcé actuellement. Voilà, il faut impérativement renforcer le service. Sauf que le problème, c'est qu'on manque de chiffres, de nouveau, et que la dernière étude qui a été menée pour voir quels étaient les besoins de ce service date de 2010. Donc, c'est une première chose qu'il faut faire. Il faut déjà sonder quels sont les réels besoins. Nous avons parlé du statut de la famille monoparentale, mais nous devons aussi parler de la question de la formation des CPS quant à la monoparentalité et ses réalités, mais également le non-recours dont Madame Van Leer parlait très bien. Mais plus encore la question du temps d'attente pour un logement. Je reviens sur cette question du logement qui est cruciale, car l'étude qui a été menée par IKEA, je pense que c'est celle-là dont vous faisiez, voilà, montre que le premier obstacle que rencontre en fait une famille monoparentale, c'est le logement. Plus de 70%, je pense, ont mis plus de 6 mois à trouver un logement convenable, tout secteur confondu. Donc il est vraiment crucial de diminuer ce temps d'attente et par là aussi travailler sur une question de soutien à l'emploi comme on l'avait abordé, mais en allégeant les réalités de travail. Il y a cette frustration qui est vécue souvent par les familles monoparentales d'être un petit peu en trahison entre ce qu'elles veulent faire, ce qu'elles peuvent faire, ce qu'elles devraient faire. C'est pour ça qu'il faudra améliorer le système de titres-service en permettant donc aux parents célibataires, voilà, qui travaillent à temps plein, de pouvoir pouvoir externaliser certaines tâches domestiques et pouvoir enfin prendre leur rôle de parents comme ils le voudraient sans se sentir coupables ou pris en otage déjà financièrement, mais en plus de ce temps qui leur manque cruellement. Merci. Ça ici. Alors, je relance le chrono. Donc, alors, ce qui est important d'abord, c'est que quand on parle de lutte contre la précarité, c'est vraiment de cibler en réalité les classes sociales les plus précaires. Et donc, la précarité touche énormément de types finalement de ménages différents et font partie de ces ménages certains ménages qui sont, enfin certaines familles monoparentales. Et donc, je ne souhaite pas simplement en fait réduire le débat de la précarité à la monoparentalité. Ça, je pense que c'est d'abord important. Et si on veut parler de monoparentalité, à mon sens, les premiers éléments sont en fait les causes de la monoparentalité, la séparation, et donc comment on travaille dans l'après-séparation. Alors sur la question du SECAL, c'est pas tout à fait vrai, puisqu'en fait il y a des législations et des études qui ont été faites, et encore une législation qui est passée ici très récemment à notre initiative pour en fait déplafonner le montant de revenus qui permet l'intervention du SECAL. Aujourd'hui, c'est le montant d'intervention en termes de contribution alimentaire qui lui est plafonné, dont on souhaite augmenter au fait, à savoir que le SECAL ne rembourse qu'un certain montant, et on souhaite aller jusqu'à 350 € par mois et par enfant. Il faut savoir que l'objectif initial de déplafonner le seuil d'accès aux revenus pour l'ensemble des ménages a été atteint. Et aujourd'hui, c'est la contribution alimentaire qui doit être, à mon sens, augmentée, en considérant que c'est une politique publique qui aussi coûte, puisque de l'autre côté, le SECAL ne bénéficie, à peu près d'après les statistiques, que 30% en réalité de remboursement des contributions qu'il avance. Mais c'est un service essentiel et il faut pouvoir le renforcer pour pouvoir effectivement lutter et faire en sorte que les personnes et que l'État, en cas de défaillance du contributeur vis-à-vis des enfants, puissent contribuer. Ça, c'est une chose, effectivement. Pour les familles monoparentales qui travaillent, il y a un cadre spécifique et il faut, je le disais tout à l'heure, renforcer les services publics qui aident l'ensemble des travailleurs et des travailleuses, à savoir l'accueil de la petite enfance, les places en crèche le moins cher possible, la question de l'accueil lors des garderies à l'école, le matin, l'après-midi, à midi, puisqu'aujourd'hui il y a encore des garderies qui sont payantes. La question des repas à l'école, puisqu'on sait qu'aujourd'hui les enfants malheureusement à Bruxelles, entre 1 sur 3 et 1 sur 4 ne mangent pas au moins une fois chaud par jour. Et donc la question en fait de l'alimentation de ces enfants et des enfants qui viennent des familles les plus précaires
est important, et notamment dans le cadre des familles monoparentales. Et puis il y a la question des familles monoparentales qui n'ont pas la chance d'avoir un travail et qui bénéficient à ce moment-là d'un régime d'aide sociale. Et là, il y a un enjeu, c'est la fin en fait du système et du taux cohabitant. Je pense que c'est un combat qui est porté par nous depuis toujours. Il a été chiffré par la Cour des comptes et il est à 2,9 milliards d'euros. Donc c'est 2,9 milliards d'euros que pour mettre fin à l'ensemble des statuts dans l'ensemble des régimes cohabitants. Il faut pouvoir commencer par ce qu'on appelle les allocations de chômage, l'allocation de handicap, le revenu d'intégration sociale, et voir progressivement comment on fait en sorte que pour ces familles qui sont déjà dans un système de fragilité et dans un système de précarité, la possibilité peut-être de se remettre en couple sans savoir quelle est la perspective de leur couple n'induise pas une fragilité supplémentaire parce qu'elle redeviendrait dépendante de la personne avec qui finalement elle déciderait de vivre. Et donc la fin du taux cohabitant et l'individualisation des droits sociaux fait partie du programme et est une nécessité. Voilà. Et je pense que j'ai dépassé déjà mes 3 minutes. Merci beaucoup. Monsieur Marron. Merci. Dans le cadre du plan social santé intégré, un des principes fondamentaux, c'est ce qu'on appelle l'universalisme proportionné. L'idée, c'est quoi? C'est-à-dire, en fait, il faut une égalité d'accès. Mais pour qu'il y ait une égalité d'accès aux services sociaux, aux soins, à la qualité de vie, il n'y a rien à faire. Il faut travailler prioritairement sur certains publics et dans certains quartiers. Il faut mettre plus de moyens par rapport à certains territoires et plus de moyens par rapport à certains publics. C'est ça le principe même du PSSI. Il se fait que les familles monoparentales en général sont plus fragiles. Ça a été exprimé par les uns et par les autres. Elles ont un plus grand risque de sombrer dans la pauvreté. Tout simplement parce que c'est plus compliqué d'assurer, je dirais, les frais liés au ménage seul. A fortiori s'il y a des enfants. Et il se fait aussi 86% des familles monoparentales à Bruxelles sont constituées comme chefs de ménage par des femmes. C'est donc essentiellement des femmes qui sont en risque de précarité à Bruxelles, pas exclusivement, mais en tout cas majoritairement. Donc oui, il faut mettre le paquet. Il y a dans le cadre du PSSI des accents très particuliers qui sont mis sur le genre et sur l'égalité de genre et sur renforcer les services qui en fait s'adressent d'abord aux femmes, de fait ou carrément réglementairement dans leur approche, je dirais. On en a renforcé beaucoup. On a ouvert beaucoup de nouvelles maisons d'accueil, par exemple, qui sont réservées aux femmes. Des services sociaux qui s'adressent autour de la parentalité, par exemple, qui s'adressent d'abord aux femmes seules, parce qu'en fait, il y a beaucoup de femmes avec des très jeunes enfants, parfois des femmes enceintes, qui sont en fait seules. On a renforcé tous ces services pour essayer de faire en sorte qu'elles puissent s'en sortir au mieux. On a aussi lancé un plan famille monoparentale, parce que ce gouvernement fait des choses sous l'égide de Madame Benamou, parce que voilà, c'est elle qui lidait le plan famille monoparentale. On a aligné un certain nombre d'actions, y compris dans mes compétences en social santé, qui se sont inscrites dans ce plan. Il y a eu d'autres plans lidés par moi, par les autres. Ce que je veux juste dire, c'est que ce gouvernement-ci a aussi fait collectivement, au-delà des disputes qui peuvent émerger dans l'espace médiatique, ce gouvernement a pris les choses en main au niveau social santé et au niveau de l'égalité des chances, et main dans la main entre les ministres qui étaient en charge, je me permets de le dire, parce que parfois ça fait aussi du bien de dire qu'on travaille bien ensemble, et je pense que ça a été le cas, en tout cas sur ces matières. Alors bien sûr, je l'ai dit déjà tout à l'heure, un élément fondamental, c'est l'individualisation des droits, la fin du statut de cohabitant. C'est totalement indispensable pour l'émancipation des femmes et le fait qu'elles puissent se répartir le plus utilement possible dans la société et améliorer l'accès à leurs droits. Merci. Monsieur De Wolf. Merci. Donc, oui, il faut tenir le micro. Oui, merci. C'est très bien. J'ai perdu 10 secondes déjà sans tenir le micro. On remet le compteur à zéro. Donc, famille monoparentale, Etterbeek-Alpompon, c'est la commune où le taux de famille monoparentale est le plus important. Et donc, nous nous sommes engagés avec le CPS dans le projet Myriam qui est au départ fédéral, qui n'est plus subventionné. On a continué à le faire avec le CPS sur nos propres fonds.
Et c'est fondamental parce que quand on est seul et tout devient plus compliqué, on a peur, on n'a pas les relais, on ne sait pas où aller, on ne sait pas comment il faut faire. Et donc, c'est la notion de coach de vie au sens général, c'est aider pour l'administratif, c'est aider sur le plan médical, c'est aider sur le plan budgétaire. On le fait par des groupes de 15 femmes, on l'a fait 3 ou 4 fois, donc on est à plus de 45 personnes qui ont été aidées comme ça très concrètement. Alors Etterbeek aussi par rapport aux familles monoparentales et pas seulement, c'est des crèches. On a le taux de couverture le plus élevé de tout le pays. Moi, j'ai de la petite enfance dans mes attributions. J'ai créé la plus grande crèche de communauté française, mais globalement, on a le taux de couverture le plus important. Et ça veut dire aussi que dans notre crèche, on a 30% de BIM qui sont, acceptés, qui sont intégrés avec des conditions de quasi-gratuité au niveau de l'hébergement. On a aussi veiller à ce que, vous savez, au plus on est précarisé, au plus on est seul, femme seule, avoir des loisirs pour les enfants, c'est compliqué. Eh bien, nous, on a 8300 enfants qui, systématiquement, à toutes les périodes de vacances, qu'elles soient petites ou qu'elles soient courtes, toute l'année, on organise, et c'est gratuit pour ceux qui sont précarisés, vraiment un accompagnement, un épanouissement, que ce soit l'apprentissage du langage, la culture, le sport, et ça se fait dans l'ensemble des écoles communales ou non communales, et par nous. Le non-recours au droit, c'est effectivement aussi extrêmement important. Au plus on est seul, au moins on sait comment il faut faire. Donc ce projet Myriam, c'est intéressant. On a aussi Contact Plus, on a aussi les équipes mobiles du CPS. On va chercher les gens où ils sont. C'est aussi un problème au niveau de la police. On n'ose pas déposer plainte. On a un travail là-dessus aussi. Et puis je termine par Polol Lapin. C'est quoi Polol Lapin? C'est mignon, malheureusement ça n'existe plus. C'est quelque chose où on avait été très motivé par une proposition de Bruno Embeek, professeur de pédagogie à Mons, et qui avait isolé le fait que quand on est précarisé, eh bien, à la fin des maternelles, on a 700 mots en moyenne dans la tête, alors que celles et ceux qui ne le sont pas en ont 1700. Et c'est un sac à dos de pierre qu'on tire toute sa vie, jusqu'à la fin de sa vie. Moi, je me suis très très fort lancé là-dedans avec les écoles communales. On a eu des bons résultats. On a eu un subside de la région. C'était avant ceux qui sont là aujourd'hui, en partie en tout cas, puis ce subside a été supprimé. Ce sont des choses pourtant qui sont fondamentales pour aider l'enfant, l'adolescent et l'adulte plus tard, qui en permanence à cette pénalité de ne pas avoir pu acquérir un vocabulaire langagier, pour employer un terme difficile, suffisamment important. J'ai dépassé un peu, je m'excuse. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Je pense que une des choses, évidemment, on soutient, on est d'accord avec le fait qu'il faut individualiser le droit aux allocations. Il faut augmenter aussi les aides dont ont besoin les parents solos. Mais je trouve que ce qui manque dans le débat, c'est que le gouvernement actuel, il a déjà décidé des coupes budgétaires pendant cette législature. 150 millions de coupes dans plusieurs services. Il y a un consensus, et j'espère qu'on pourra le briser après le 9, il y a un consensus dans les médias, dans le débat, de dire, OK, le prochain gouvernement bruxellois va devoir économiser 200, 300, 400 millions d'euros. Donc cela va avoir des répercussions sur toutes les déclarations qu'on entend maintenant de on va aider les gens, parce que si on suit cette politique de coupe budgétaire, il y aura moins d'argent disponible pour aider les gens. Donc ça, c'est une première chose que je voulais dire. Deuxième chose, dans les témoignages que j'entends et qu'on a déjà dit plusieurs fois, les gens parlent de pourquoi est-ce qu'on est pauvre. D'un côté, parce que le loyer est beaucoup trop élevé, puis en début du mois, on paye les factures et puis on essaye de survivre. Et donc les factures, c'est là aussi que la région peut jouer un rôle. Donc le prix de l'eau a augmenté plusieurs fois et ils ont annoncé on va sans doute encore augmenter le prix de l'eau. Et le prix de l'électricité, ça c'est quelque chose que c'est encore un peu en dessous du radar, mais évidemment ils disent ah oui, mais en fait pour diminuer l'utilisation de l'électricité, on va augmenter sensiblement le prix de l'électricité pour décourager à utiliser l'électricité. Donc ça veut dire c'est les gens les plus précaires qui vont être touchés par des augmentations de factures qui vont arriver. Et donc là-dessus, la région peut et doit jouer un rôle au niveau de la TVA, mais certainement au niveau de est-ce qu'on va bloquer les prix de l'eau et les prix de l'électricité que les gens vont devoir payer dans l'avenir très proche d'ailleurs. Puis troisième chose, c'est quand on discute avec des gens, j'ai discuté encore la semaine passée avec 2 mamans qui toutes les 2 travaillaient plein temps dans une banque ici à Bruxelles et qui me disent je prends un flexi-job
parce que je n'arrive pas à nouer le bout à la fin du mois. Et donc au niveau de précarité, on parle de ça et donc on doit discuter et au niveau régional et au niveau fédéral de dire cette loi qui bloque les salaires et qui empêche les gens à avoir un salaire digne, cette loi-là doit disparaître pour que les gens qui travaillent mais qui vivent quand même dans la précarité, qu'on peut résoudre ce problème-là et avoir une vraie augmentation de salaire. Voilà. Merci. Alors, je voulais, avant de passer peut-être la parole, de faire circuler un peu la parole dans le public, je voulais déjà vous remercier parce que je trouve que c'est de la tenue de ce débat. Je trouve qu'effectivement le sujet méritait que vous soyez constructif et vous l'avez été. Donc, d'ores et déjà, merci pour ça. Mais bon, c'est toujours le cas dans nos débats. Hein, donc, c'est vrai que... Le mérite nous revient. Merci, monsieur le bourgmestre. Donc voilà, je vais peut-être voir dans le public s'il y a peut-être des questions, vraiment évidemment sur différents sujets hein, liés à cette thématique, hein, que ce soit au niveau local, au niveau plus large. Donc voilà, je ne sais pas si là, de prime abord... Merci beaucoup pour, je pense, votre engagement dans ce dossier qui est malheureusement similaire de législature en législature, qui ne fait que s'aggraver. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen quand même de s'entendre sur des mesures plus structurelles, notamment, je pense, par rapport aux familles en difficulté, avec une individualisation des droits sociaux, une automaticité de l'accès aux droits et peut-être des mesures un peu plus révolutionnaires comme une réelle gratuité des sports, des transports, de l'école, pour que ce soit les enfants qui bénéficient finalement de l'investissement public, puisqu'on sait en fait que ce sont eux qui, c'est la population de demain, et qu'à Bruxelles, il y en a 1 sur 4 qui est à risque qui vit dans la pauvreté. Et donc ça ne peut que s'aggraver, c'est malheureusement exponentiel. Donc je pense que il y a sans doute structurellement des choses à faire, même si c'est important de s'occuper de ceux qui sont en bout de ligne, c'est-à-dire les CPAS. Bon, la question des logements, vous l'avez largement abordée, mais je pense qu'il y a aussi tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire l'accès réel aux services publics, pas seulement aux soins, mais aussi à l'école, par exemple. Merci. Accès services publics en particulier. Moi, je vais ajouter peut-être la thématique de la santé mentale. Hein, on le voit par exemple hein, dans le territoire de la gare du Midi, par exemple. On voit que les publics précaires, maintenant, il y a toute la donnée de la santé mentale qui est vraiment très importante, qui est liée à tout ça. Et donc, peut-être cette approche-là aussi, cette facette-là qui pourrait nous éclairer. Je vais commencer par le centre de la table. Sur cette dernière question, santé mentale et public en errance. Donc, il y a plusieurs éléphants dans la pièce régulièrement sur ces questions. Le premier, c'est la question des personnes sans papier et de leur statut. On estime qu'il y en a 50 à 100 000 à Bruxelles. Toutes ces personnes, hommes, femmes, enfants, sont à grand risque de précarité. Forcément parce qu'ils n'ont pas accès à la Sécu. Ils n'ont accès à rien en fait, sauf à l'aide médicale urgente. Je croisais encore avant-hier comme ça une dame impliquée dans un projet de cuisine collective végétarienne avec des tas d'autres femmes qui prennent en main leur destin, je dirais, dans un quartier. Et elle me dit, ben voilà, moi ça fait 12 ans, mon mari est boucher, il a eu un accident de travail, boucher, il est au noir puisqu'il est aussi sans papier, accident de travail, donc tout s'est arrêté, perte de logement, et donc avec ses enfants qui sont livrés à eux-mêmes la journée, le soir elle-même, elle doit trouver des places dans les structures d'accueil, etc., etc. C'est l'enfer. 50 à 100 000 personnes. Ce problème n'est pas adressé et il découle de la politique fédérale. Et il entraîne à Bruxelles une désarticulation sociale et économique importante. Et si en plus on le mêle à la question de l'arrivée du crack et d'autres substances qui étaient relativement peu présentes il y a quelques années, qui sont maintenant massivement, c'est totalement explosif.
Donc ce problème-là doit réellement être adressé. Il y a plusieurs manières de le solutionner. On a commencé à mettre en place un certain nombre de choses en termes de prévention des assuétudes. On a renforcé les secteurs de la santé mentale de manière massive, etc., etc. En attendant, tant que on n'a pas fait d'asile qui fait son boulot et qui ne met pas dehors des gens dont il doit s'occuper, et que par ailleurs on génère une telle quantité de personnes sans papier et qu'on ne met pas en place des procédures pour les régulariser, on a un problème. Et ce problème est à Bruxelles. 2/3 des aides médicales urgentes sont sur Bruxelles. C'est-à-dire que probablement de l'ordre de 2/3 des personnes sans papier sur le territoire sont à Bruxelles, et en plus plutôt au centre de Bruxelles qu'en périphérie. Donc ça, oui, pour résoudre, Sylvie, structurellement les problèmes, dans des trucs un peu macro, il faut aussi nommer cette question. Tant qu'on ne le fait pas, on a un problème. Et on a un problème qui touche tous les services, qui épuise les acteurs sociaux sur le terrain, qui épuise les professionnels du soin, qui épuise les professionnels du social, parce qu'ils ne savent pas offrir de perspective à ce public. Et ils sont désespérés de ne pas pouvoir le faire. Et crois-moi, je les croise au quotidien, parce que ça a été mon boulot pendant 5 ans, de les croiser au quotidien. Sur l'automatisation, pour une note plus positive, oui, c'est vrai, on doit continuer à avancer. On a à Bruxelles un service d'allocation familiale qui fonctionne, avec des suppléments sociaux qui sont correctement établis et qui ont des instruments de lutte contre la pauvreté puissants, avec une valorisation supplémentaire pour les familles monoparentales. Et la plupart de ces suppléments sociaux sont attribués de manière automatique, simplement par la gestion des données de la Banque Carrefour. Madame me fait comme ça, donc je comprends. Mais vous avez totalement raison. Oui, j'ai passé vers la gauche. Plutôt vers la droite, mais c'est à vous de décider. C'est surtout à vous de décider. On y va ? Voilà, donc je suis d'accord qu'il y a une responsabilité du fédéral, et là on est beaucoup à y être, par rapport à l'accès au territoire, par rapport à la non-gestion suffisante de ceux qui viennent et qui restent sans papier. Je rappelle, mais j'ai été le premier en Belgique à réquisitionner un hôtel durant le Covid pour les sans-abri. J'ai été aussi le premier en Belgique à réquisitionner un bâtiment de 150 chambres durant l'été. Il y a quelques années, le patron de la FGTB avait souligné ça en disant c'est incroyable comment il a fait ça, et c'est lui qui l'a fait. Parce que tout simplement, la dignité fait qu'on ne laisse pas les gens en rue, il faut les aider au maximum, mais il faut aussi que le fédéral prenne ses responsabilités. Je rappelle, il y a 20 ans, que c'est Tony Duquesne, le dernier ministre de l'Intérieur, qui avait réalisé 90 000 régularisations. C'est lui qui l'avait fait. Plus personne ne s'en souvient. Moi, je m'en souviens et je l'ai vécu. Alors, chacun doit prendre ses responsabilités. Alain qui a parlé du problème de la santé mentale, du problème des drogues, je suis particulièrement en pointe à ce sujet, et particulièrement sur le terrain. J'ai été à Lisbonne avec des parlementaires bruxellois, je présidais la délégation. On a constaté ce qui se passe au Portugal, qui est bien meilleur que chez nous. Il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui souffrent sur les quais, sur les métros, en dessous des quais, dans les gares. Il y a un véritable abandon de ces personnes. Moi, j'y travaille dans ma commune avec les moyens qu'on a. J'ai fait un appel à la région, j'ai fait un appel au fédéral. Moi, ce que je dis par rapport à ça, on ne se rend pas compte, mais on va être débordé. Notre État va devenir un État narcotrafiquant. Il y a 55 milliards de valeurs de drogue qui rentrent par an, à Anvers, dans les containers. Et on en saisit 5 milliards. Et les budgets police et justice sont 10 fois moins importants. Alors, c'est un autre sujet, mais c'est vrai que cette population qui est là, qui a uniquement l'accès à l'aide médicale urgente et rien d'autre, est une proie facile, scandaleuse par rapport aux trafiquants. Et la Belgique ne fait pas son boulot dans la répartition au niveau global. L'Europe ne fait pas son boulot non plus. Et la région ne sait pas tout absorber. Merci. On a posé aussi la question au niveau des écoles et l'école gratuite, etc. Je trouve que c'est une lutte importante parce que la précarité, c'est aussi une des choses qui concerne cela. Les frais d'école varient, je crois, entre 500, 800, 1500 euros par an, par enfant, et si on compte tout le matériel qu'on doit acheter, les voyages scolaires, etc. Et donc, il faut...
il faut vraiment faire une lutte et une priorité pour que, en fait, aller à l'école ou envoyer son enfant à l'école peut se faire sans aucun souci financier, sans devoir se soucier, est-ce que je vais pouvoir payer la facture, est-ce que l'école va m'envoyer un huissier, etc. Pour avoir d'un côté, au niveau des parents, un lien de parents avec ton enfant, et au niveau d'ailleurs des professeurs et d'école, d'avoir un rôle pédagogique avec l'enfant. Et donc de enlever tout ce stress pour les parents et pour les profs. J'ai été prof et je peux vous dire, être derrière les parents pour qu'ils payent pour les copies dans une école, c'est juste terrible. Et donc, il faut pouvoir se concentrer et il faut surtout enlever ces frais dont les parents souffrent, hein, les repas à midi, etc. Donc, à ce niveau-là, je suis d'accord, il faut vraiment une lutte. Et il faut, par exemple, aussi, là, une automaticité au niveau allocation, il y a, mais au niveau de bourse d'études, ça c'est pour plus tard, il n'y a pas une automaticité. Et donc, là-dessus, c'est vraiment une souffrance pour beaucoup de gens. Au niveau des réfugiés, au lieu de parler d'invasion, la plupart, ou en tout cas beaucoup des réfugiés qui sont ici à Bruxelles, c'est les travailleurs. C'est eux qui ont construit le métro à l'époque, c'est eux qui, même maintenant, encore il y a quelques années, font les travaux dans les stations de métro, etc., et qui sont précaires parce qu'ils vivent dans une situation d'illégalité qui leur enlève des droits qu'ils devraient avoir comme travailleurs. Donc sur ce plan-là, on doit considérer les réfugiés comme des êtres humains au niveau de droits des réfugiés, parce que là aussi l'État belge a un gros problème. Hein. On a eu 9000 condamnations pour le non-respect de droits de l'homme, mais de l'autre côté, c'est des travailleurs. Quand j'ai été visiter l'église du Béguinage et quand je parle avec des réfugiés, une fois sur deux, c'est des gens qui disent « moi je travaille, monsieur ». Et donc ces gens-là, il faut les considérer comme des travailleurs, et donc effectivement régulariser et voir qu'ils peuvent profiter des droits de travailleurs que pour l'instant ils n'ont pas. Mais donc réduire le débat de la précarité, comme certains essayent de le faire, à l'invasion qui est en train de saper notre état de droit, ça c'est pas le cas. C'est le contraire, c'est d'un côté respecter les droits de l'homme et de l'autre côté respecter les travailleurs et leur donner leurs droits. Voilà. Merci. Merci beaucoup. En fait, moi, je voudrais utiliser une partie de mon temps de parole pour revenir vers madame et pour vous dire, mais vous pensez à quoi quand vous parlez de changement structurel ? Notamment, respecter la gratuité de l'enseignement. Voilà, c'est un droit constitutionnel qui n'est pas respecté. Ça grève le budget des familles. Et ce que je veux mettre en évidence, c'est pas seulement la situation des femmes, c'est la situation des femmes et des enfants. Et que donc, en fait, on a un problème qui est structurel et aussi structurel dans le temps. Ça a résonné, pardon. Mais oui, mais donc effectivement, chez les engagés, nous on veut vraiment travailler là-dessus. J'en ai parlé juste avant, la gratuité de l'école est vraiment importante pour nous. Nous on veut vraiment arriver à avoir une société qui soit tout à fait apaisée par rapport à ça. On est toujours dans la nuance, hein, vous le savez, chez les engagés, c'est important pour nous. Et donc on veut vraiment travailler à toutes ces mesures que nous souhaitons mettre en place autour de la société. Pourquoi je retourne vers vous ? C'est parce qu'en fait, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment travailler en concertation avec les citoyens, mais travailler en concertation avec les associations aussi, avec les différents professionnels du secteur qui, eux, peuvent voir plus vite que nous aussi quels sont les différents changements structurels qui peuvent avoir un impact sur la population. Si on parle un tout petit peu des réfugiés, il y a un élément qui est quand même important aussi dans la lutte contre la précarité, qui est le parcours d'intégration. Je veux dire, là, on est face à des travailleurs sociaux qui sont aussi directement en contact avec des personnes qui font un trajet d'intégration, qui soit viennent d'arriver en Belgique, soit sont déjà présents en Belgique depuis plusieurs années. Moi, je suis personnellement intervenue dans des dizaines de parcours d'intégration et donc on est directement face à la population et face aux citoyens. Et donc on peut aussi les entendre et surtout faire de la prévention et travailler en amont d'une situation qui pourrait devenir problématique. Donc voilà un peu au niveau des changements. Alors moi je vais revenir sur ce qu'on disait un petit peu précédemment, enfin beaucoup même, car la thématique effectivement de la santé mentale est une thématique qui est au cœur des enjeux. Donc je reviens un petit peu sur la question, voilà, au-delà du régional évidemment, il y a la responsabilité du fédéral et évidemment on se retrouve des cas de figure dont M. Marron a très bien parlé, où
y a des gens qui sont face en fait à aucune solution pour leur cas et que voilà, ils se retrouvent dans des situations où ils sont obligés de rentrer dans le deal, ils sont obligés du coup au final de devenir, enfin ils deviennent consommateurs, on les paye en doses, il y a un moment il faut sortir de ça, mais il n'y a pas de solution, c'est de la responsabilité du fédéral. Voilà, c'est pas pour nous laver les mains, c'est juste pour dire qu'à un moment chacun doit prendre ses responsabilités. Toujours sur la question des assuétudes, oui, le modèle portugais dont Monsieur De Wolf parlait, qui permet de décriminaliser du coup la consommation, est une approche qui est intéressante parce que c'est une approche qui est complètement sociale et c'est pour ça que je l'ai déjà répété plusieurs fois en présence de Monsieur Marron, mettre la question des assuétudes et des drogues dans les compétences du ministre de la Santé est une chose importante. Mais il n'y a pas que la consommation de crack ou de cocaïne. Mais il y a aussi la question de l'alcool, du jeu, qui sont des thématiques dont on parle peu, mais pourtant qui sont hyper importantes. On parle de santé mentale. Alors, on a quelques propositions. La suppression des quotas INAMI pour aider la santé mentale, pour essayer de renforcer la première ligne. La création d'un conseil de la santé mentale qui est très important, qui pourra mutualiser les regards et les approches, mais également en apportant un regard chiffré. L'élargissement à d'autres professions du domaine de la santé mentale avec une uniformisation de la formation. Mais excusez-moi messieurs, je vous ai écouté. Excusez-moi, attends, je suis perdu. Non, il n'y a pas de souci. Donc voilà, il y a aussi la différence de barème entre l'hôpital et l'ambulatoire. Donc c'est autant de choses qu'il faut essayer de régler, car on est actuellement dans un cas de figure, et là vous parliez des jeunes, madame, où en fait la première cause maintenant de mort chez les jeunes, c'est le suicide. Voilà, vous parliez des jeunes, on est face à une réalité sur laquelle on devrait pouvoir mettre un focus, car même dans les visites médicales, il n'y a pas une consultation psychologique automatique. Et voilà, il faut déstigmatiser la question du recours au soutien psychologique. Merci. Attention. Voilà, mais d'abord sur l'individualisation des droits sociaux, oui. Donc on a fait le travail au niveau fédéral, les textes existent, ils ont été chiffrés par la Cour des comptes, je l'ai dit, ça représente 2,9 milliards d'euros, c'est-à-dire à peu près 2,5% du budget de la Sécu aujourd'hui, pour pouvoir permettre finalement à toutes et tous d'avoir un meilleur statut. Et quand je dis un meilleur, c'est volontaire, c'est pas un bon statut. Je vais prendre un exemple, parce que parfois on caricature un peu les choses. Si demain vous avez 2 personnes au risque dans un même ménage, une famille, 2 adultes, 2 enfants, si chacune pouvait bénéficier finalement d'un risque plein, elles en seraient à l'équivalent d'aujourd'hui à peu près 2550, 2560 euros à 2. C'est-à-dire moins que le seuil de pauvreté d'une famille, 2 adultes et 2 ménages qui est aujourd'hui supérieur à 2800 euros. Donc même en individualisant les droits sociaux, même en octroyant à chacune et à chacun des 2 adultes dans le ménage un risque plein, on arrive à un seuil d'aide et un seuil d'allocation qui est inférieur au seuil de pauvreté. Donc arrêtons de faire croire aux gens finalement que l'on encourage l'oisiveté. Ça n'est pas vrai, c'est simplement une question de dignité et de justice sociale. Et je pense qu'on peut, et il existe des chemins pour y arriver. Maintenant, est-ce qu'il existe une volonté politique pour y arriver? Ça, c'est autre chose. Deuxième élément, la gratuité. Oui, la gratuité à l'école, elle est constitutionnelle. Rappelez que la gratuité des fournitures, la gratuité des garderies, la gratuité des repas et tous les mécanismes de gratuité qui successivement ont été implémentés, c'est chaque fois à notre initiative que nous les avons implémentés. Nous avons des alliés là-dessus. Mais j'ai l'impression parfois quand j'entends que nous sommes toutes et tous d'accord. Or, chaque fois qu'il y a une tentative de gratuité, et ça c'est le problème des piliers aussi, dans notre enseignement, il y a un pilier qui pousse des cris d'orfraie et qui fait que les mécanismes et les tentatives d'opérer une gratuité réelle dans l'enseignement sont entravés. Donc moi je ne peux pas entendre que toutes et tous autour de la table sommes d'accord pour la gratuité. Je pense que certains le sont peut-être plus que d'autres, ou certains individuellement le sont plus que d'autres dans leur formation, mais il n'y a pas de volonté politique, en tout cas déclarée et majoritaire, pour avoir cette gratuité. Troisième élément, je le disais, c'est les services publics. Je commençais par là, on est au niveau régional et ainsi de suite. Aujourd'hui, tous les outils qui nous permettent de remplir et
donner du service public, et moi je suis aussi mandataire local et je pense que c'est important, sont nos communes, nos CPS et pour le service public de prévention et de sécurité, nos zones de police. On a 11 communes sur 19 aujourd'hui qui sont sous tutelle financière, c'est-à-dire qui ont des difficultés simplement pour maintenir leur service public qu'elles offrent. Il faut pouvoir le dire et je pense que c'est un enjeu que pour pouvoir développer, maintenir et développer le service public, les services publics, et on parle de tout cela, hein. C'est l'accueil de la petite enfance, c'est l'enseignement, c'est l'action sociale, c'est la sécurité et la prévention, c'est la politique culturelle, c'est la politique sportive qu'on oublie. Il faut pouvoir refinancer ces pouvoirs locaux. Et refinancer ces pouvoirs locaux, ça n'est pas énorme, c'est à peu près dans les estimations une centaine de millions d'euros par an, parce que voilà, ça va être un choix politique à partir de lundi prochain. Merci beaucoup. Et en parlant de tout ce que, puisque ça a été souvent évoqué, en parlant de drogue notamment et d'assuétude, je rappelle quand même que avec des juristes, des professionnels de la santé, des sociologues, le CAL a proposé et a rédigé une proposition de modification législative concernant la décriminalisation et la réglementation. Et elle est disponible auprès de vos partis dès lundi, dès le 10 juin, le lendemain des élections. Ceci dit, je ne sais pas si dans le public il y a encore l'une ou l'autre question. Ah, voilà, Madame Noël. Bonjour, Laurence Noël, je travaille à l'Observatoire de la santé et du social de la région bruxelloise. Et j'avais quelques petites questions concernant, on a déjà parlé du non-recours. On sait que la digitalisation des services publics aggrave le non-recours au droit. Et je voulais juste d'abord nuancer l'automatisation comme réponse au non-recours, parce que qui dit automatisation des droits dit risque de réclamation d'indus et de sommes indûment perçus. Et donc, quand on parle d'automatisation, peut-on garder en tête le spectre du scandale des allocations aux Pays-Bas, entre autres, et ce qui s'est passé aux États-Unis aussi, entre autres. Donc, attention à l'automatisation. Mais par rapport à cette digitalisation des services publics, alors que les services publics et privés disparaissent de plus en plus, comment résoudre cette contradiction entre la mise à l'agenda du non-recours au droit à tout niveau de pouvoir, communal, régional, fédéral, européen, même aux Nations Unies, on a parlé du non-recours au droit, et poursuite de la digitalisation, de l'imposition de procédures par défaut digitalisées qui aggravent ce non-recours. Donc voilà, moi je continue à présenter ce rapport qu'on a produit il y a quelques années, et voilà, les acteurs me posent souvent cette question. Comment est-ce qu'on fait pour résoudre cette contradiction entre poursuite de l'imposition de procédures telles quelles et intérêt pour le non-recours au droit dans la sphère publique? Voilà. Aussi, j'ai une autre petite question. Et donc, je voulais aussi dire que, donc voilà, disparition des services publics, administration, mais aussi syndicats, mutuelles, banques, postes. Comment faire valoir ces droits quand les services et les guichets disparaissent? Deuxième petite question, comment négocier dans le rapport de force, vous en avez parlé, Monsieur Awasti. Moi, je crois que les droits sociaux, les prestations sociales fondamentales qui permettent de payer les loyers au niveau fédéral se restreignent. Le chômage va se durcir, on en est peut-être à une restriction au bout de 2 ans. L'invalidité, c'est déjà durci. On va avoir la mise en place des procédures de trajet de réintégration qui vont être de plus en plus dures. Donc les personnes vont se retrouver avec soit 100 prestations, soit des prestations moindres. Donc vont faire appel au CPS. Comment est-ce que la région va faire pour faire face à des demandes de plus en plus nombreuses? Or, on sait qu'au CPS, il y a déjà un non-recours très très important. Et il y a beaucoup aussi de citoyens qui ne veulent pas aller au CPS ou qui attendent le dernier moment ou qui attendent que celui-ci arrive le lendemain pour y aller. Troisième petite remarque, c'est par rapport à l'individualisation des droits. Je ne comprends pas qu'on ne voit pas ça de manière plus pragmatique. C'est vrai que ça coûte cher et ça a été chiffré par la Cour des comptes, mais on agit à la fois sur le revenu, on agit sur le logement et on permet de maintenir des gens en logement. On agit sur les droits des femmes parce qu'on permet aux femmes de pouvoir quitter un homme violent ou autre et de cohabiter. Et on agit sur la simplification administrative. Je ne comprends pas pragmatiquement que cette solution ne soit pas portée plus haut, plus fort et plus vite. Merci pour cette question à multiples tiroirs. S'il y en a plus d'autres, on terminera donc par cette question. Rien n'empêche évidemment après d'avoir une discussion plus informelle. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut peut-être... On va limiter à 1 minute 30, comme ça on reste dans le timing, plus ou moins. Hein, on n'est pas à la seconde près, mais est-ce que quelqu'un veut... Voilà, Monsieur Bowens. Je vous le laisse. Ah ben voilà.
Pour que quelqu'un commence. Au niveau de digitalisation, c'est vrai que c'est une inquiétude très importante. On a accompagné toutes les accompagnés, on a été invités, on a été accueillis par toutes les actions qui se sont faites à Bruxelles les dernières années. Je pense que c'est assez simple de ce qu'il faut défendre. En tout cas, c'est d'avoir un guichet avec un être humain derrière pour tout le monde. On sait que la digitalisation va exclure ou est en train d'exclure de plus en plus de monde. Je pense que c'est 30-40% qui est dans la précarité digitale. Par exemple, à Bruxelles, je sais que le foyer ou les gens qui logent dans le logement public à Bruxelles n'ont pas de guichet. Ils doivent tout faire par email ou demander un rendez-vous. Donc il n'y a pas de guichet pour les 3000 locataires du foyer Laekenois et bruxellois. Donc c'est un problème, c'est une tendance qu'il faut combattre. Ça, c'est une chose. Allez, je trouve que c'est vraiment important d'avoir ça en tête, c'est qu'il faut avoir un guichet avec un être humain accessible pour chaque service aux citoyens, même au niveau des banques. Je trouve c'est même sur ce plan-là que tout le monde doit pouvoir dialoguer avec un être humain et assez rapidement, pas après toucher 8, toucher 2, etc., etc., et un temps d'attente qui est interminable. Puis deuxième chose que j'ai déjà dit, c'est qu'au niveau des CPAS, et donc au niveau de effectivement les besoins d'aide qui vont arriver à Bruxelles, donc il y a effectivement de plus en plus de pauvreté. Le personnel du CPAS, j'entends dire, il ne faut pas avoir des CPAS unifiés par commune, etc. Ils disent deux choses, c'est que d'un côté, on doit avoir plus de personnel parce qu'on n'arrive pas à suivre pour pouvoir attribuer, pour pouvoir aider les gens. Il y a en fait une sorte de tsunami de demandes d'aide qui arrive. Et de l'autre côté, il faudra plus de moyens. Donc il faudra avoir un débat sur comment est-ce qu'on va financer cette région. Et donc c'est un débat qu'on doit se mener et dans la région, mais il faudra aussi aller toquer à la porte du fédéral pour dire, OK, une partie de la richesse que cette région crée doit aussi revenir à la région pour pouvoir aider les besoins de la région. Et donc ça, je répète, ça c'est le choix du prochain gouvernement dans lequel on espère être et où on va devoir se battre pour où est-ce qu'on va aller chercher cet argent-là. Est-ce que c'est chez les gens avec des factures d'électricité, etc. plus haut, ou est-ce que c'est ailleurs, chez les gens qui ont plus d'argent, chez les super riches? Merci beaucoup. Je vous en prie. Oui, donc j'entends que le PTB veut rentrer dans le gouvernement, c'est nouveau, on verra si c'est une vraie déclaration, si c'est une impulsion comme ça spontanée. Alors moi je suis très très sensible au problème de la fracture numérique. Je me rappelle quand même, et tout le monde s'en souvient, que les grandes banques étaient en faillite en Belgique. Et c'est le gouvernement qui les a sauvés. Et à l'époque c'était Didier Reynders qui était ministre des Finances, et j'étais avec lui par hasard au moment où tout ça a été discuté, avant même que ce soit connu. Et je ne comprends pas que les banques qui ont été sauvées par de l'argent public, Belfius est encore aujourd'hui la propriété de l'État fédéral, ne fassent pas plus d'efforts pour restituer au public le service public qui leur a été donné par de l'argent public, et les capitaux ont été reconstitués. Donc je trouve indigne qu'aujourd'hui on ne sache plus dans les banques prendre rendez-vous pour rencontrer quelqu'un. Je peux vous dire que j'ai été désigné comme commune pilote à Bruxelles par le ministre Mathieu Michel au niveau de la plateforme informatique d'accès d'aide pour les personnes, que ce soit pour la pension, que ce soit pour les impôts, que nous avons créé localement un service Contact Plus et via la formation continue, 2000 élèves, y compris en cours du soir, on donne des accès. On donne des accès aux personnes, y compris âgées ou précarisées, pour apprendre à utiliser et à rompre cette fracture numérique. Le service Contact Plus est un service aux citoyens qui est unique à Bruxelles, d'aucuns le copient et tant mieux. Mais donc, dans même la façon dont on accueille, nous, le public sur Etterbeek, on a mis fin à ce système où les gens sont debout, où le guichetier est assis, où il y a une barrière entre les deux. Il y a une humanité qui doit être restaurée dans le service public. Et quand quelqu'un prête serment entre mes mains, parce que comme je suis bourgmestre actuellement et depuis un certain temps, quand on nomme quelqu'un, il y a une prestation de serment qui doit se faire, je rappelle toujours aux fonctionnaires, si vous entrez dans un service public, vous allez gagner votre vie pour servir le public. Et servir le public, ça ne veut pas dire embêter le public, ça veut dire
aider la personne. Si on ne sait pas remplir un formulaire, au lieu de la renvoyer chez soi, il faut montrer comment faire et au besoin, il faut le faire devant la personne. Merci. Merci. Sur la numérisation. Donc, vous avez suivi le débat sur l'ordonnance Bruxelles numérique qui a été heureusement modifiée et balisée avant son vote grâce à la mobilisation associative, faut le dire. On a reçu, même en gouvernement en fait, les représentants associatifs et voilà, le travail en gouvernement et au Parlement a permis de baliser un peu les choses. C'est dit, la numérisation, l'informatisation, elle permet plein de trucs positifs. Elle permet du once only, on encode une fois aux données et puis on ne doit pas l'encoder 150 fois. C'est bon pour les gens et c'est bon aussi pour les gens qui travaillent dans les administrations. L'intelligence artificielle va modifier radicalement le travail partout et y compris dans les administrations prochainement. L'éventuelle bonne nouvelle, pour autant qu'on le fasse, et on doit le faire, c'est que la main-d'œuvre qui est récupérée par cette augmentation de productivité, on l'utilise pour l'humain, qu'on l'utilise pour l'humain, qu'on l'utilise pour le contact, qu'on l'utilise pour aller vers, qu'on l'utilise pour s'occuper des gens qui ont des difficultés, etc. Et donc, les gains de productivité par la numérisation, par l'intelligence artificielle, etc., doivent être utilisés pour ça. Et c'est un vrai enjeu dans le service public, en tout cas. Même pour le privé, mais c'est un vrai enjeu. C'est dans la direction dans laquelle il faut aller. L'individualisation des droits. Au début, franchement, chez les écolos, on était seuls. Moi, je me souviens du président PS des affaires sociales à la Chambre, la commission des affaires sociales, qui était dramatiquement opposée à l'individualisation des droits. Depuis lors, les positions ont changé. Le PS, depuis 5 ans, a changé. Son avant-dernier programme Défi, je pense aussi, a changé. Bref, du côté francophone, il commence à y avoir du poids par rapport à ces mesures, du poids politique. Donc il faut maintenant profiter, voir si on peut transformer ce poids politique pour essayer de l'obtenir. Enfin, sur le détricotage de la sécurité sociale. On a vu ce que ça a donné avec les exclusions du chômage décidées sous le gouvernement Di Rupo. Ça a entraîné directement du poids et des charges supplémentaires sur les CPS. Directement. Et il n'y a pas eu d'augmentation de l'emploi. Les études qui ont été faites a posteriori ont démontré que ça n'avait pas amélioré l'emploi, ce qui était l'objectif de ceux qui souhaitaient la mesure. Vous savez combien coûte le différentiel revenu d'intégration, équivalent revenu d'intégration, entre ce qui est payé aux gens et ce qui est couvert par l'État fédéral? Un différentiel couvert donc par les CPS et les communes. À Bruxelles, c'est 94 millions d'euros. 94 millions d'euros payés par les CPS et les communes sur fonds propres, parce que pas payés par le fédéral, puisque le fédéral, comme vous le savez, ne couvrira pas à 100% revenu d'intégration équivalent revenu d'intégration. Si on faisait une couverture à 100% par le fédéral de ces droits qui découlent des lois fédérales, on a résolu la problématique du financement des autorités locales. On récupère 94 millions d'euros pour Bruxelles. En ce qui concerne la digitalisation, mais je suis totalement d'accord. Pour moi, la digitalisation, c'est rien de plus, rien de moins qu'un outil. Et l'outil, c'est ce qu'on en fait. On voit aussi, on assiste aussi, malheureusement, depuis quelques années déjà, en fait, à un dérapage, je trouve, dans la gestion publique, où le concept de new management public, en fait s'infiltre, et s'infiltre de manière assez profonde dans l'ensemble de nos administrations. C'est un concept de management qui vient du privé, finalement, qui est adapté au public, alors même que l'objectif du public n'est pas le même, n'est pas la rentabilité, il est le service aux citoyens. Et donc, lorsqu'il y a de la digitalisation qui est mise en place, cette digitalisation doit automatiquement s'adapter, finalement, et il doit y avoir une présence physique. Moi, je prends un petit exemple, dans ma petite commune de Kuckelberg, les guichets sont accessibles tous les jours. Dans la CISP que l'on cogère avec M. De Wolf, les guichets sont accessibles tous les jours. Au CPS, les guichets sont accessibles tous les jours. Et on développe en plus de ça toutes les questions d'espace public numérique et ainsi de suite pour permettre finalement à la population qui est en fragilité numérique de pouvoir avoir accès à cela. Mais on voit que, effectivement, dans d'autres politiques, ce n'est pas toujours la même chose. Je prends par exemple un domaine que je connais assez bien, c'est le domaine de la justice. Le domaine de la justice et la digitalisation de la justice amène à parfois des catastrophes. On va parler de manière, le niveau de justice le plus bas, les justices de paix. Vous savez que les justices de paix, aujourd'hui, le taux de défaut dans les justices de paix pour les dossiers hors locatifs, c'est 70% de défaut, c'est-à-dire de personnes qui ne se présentent pas, et pour les dossiers locatifs, c'est 40% de défaut.
des personnes, des locataires qui reçoivent une convocation pour leur logement sont défaillants à hauteur de 40% des procédures. Et en lien avec ça, c'est en fait toutes les suppressions progressives du papier, du contact humain et la digitalisation massive prend finalement une part dans cette augmentation du taux de défaut. Et donc effectivement, c'est une attention importante que la digitalisation des services publics, et pour nous, et pour moi en tout cas, elle doit toujours constituer un outil complémentaire à l'outil humain, et non pas un outil de substitution, finalement, à l'humain et au personnel dans nos administrations publiques. Effectivement, la dimension entre la digitalisation et l'automatisation, la réponse, la parfaite réponse, je l'ai pas, ça c'est clair, même si on est nombreux à se poser la question. L'enseignant que je suis au départ vous dira oui, la formation continue, il faut investir à fond dans la formation continue, mais comme l'ont dit mes collègues, on ne pourra pas en fait envisager quelque chose qui se fera sans l'humain au final. Je pense que le guichet physique reste nécessaire et je repense à, je vous parlais tout à l'heure de l'entraide des Marolles, un exemple type, c'est que ils avaient plusieurs GSM comme ça derrière leur comptoir qui appartenaient aux gens qui venaient les voir parce que en fait ils avaient besoin d'eux pour comprendre comment fonctionnait l'application It's Me. Mais ça pose tout un tas d'autres questions derrière sur la procuration, sur le droit qu'ont ces personnes en fait en venant en aide pour en fait pallier à un obstacle. Quelles sont les autorisations dont ils disposent pour le faire. Donc voilà, c'est toutes des choses dont il faut discuter parce que il y a cette dimension du guichet physique, de l'automatisation, de la formation continue, et il y a une logique à travers tout ça. Pour répondre à la question des CPAS, je vais être très court, hein, je pense vraiment qu'une harmonisation, une unification aiderait un dialogue concerté, et ce dialogue concerté, voilà, je pense que pourrait mener à une rationalisation tant des mesures que des coûts. Merci. Et enfin, Madame Van Neert, pour terminer. Merci beaucoup. Concernant le non-recours, en fait, pour moi, la première chose à faire, c'est avoir l'accès à l'information. Ça va déjà permettre évidemment de pallier le non-recours. On le sait, je vais vous prendre un exemple. Une chercheuse d'emploi qui demande un complément CPAS, qui donc a une assistante sociale qui lui est attribuée, qui va régulièrement au CPAS. Et puis je discute avec elle et elle est famille monoparentale, elle a 3 enfants à charge, donc on est vraiment là on est dans de la précarité, hein, je veux dire de façon très très claire. Elle n'avait jamais entendu parler de l'allocation loyer, jamais. Et donc en fait, il faut d'abord avoir accès à l'information avant de pouvoir ouvrir ses droits. Aujourd'hui, c'est comme ça. Et donc, il faut renforcer évidemment les premières lignes, il faut renforcer toutes les associations qui sont autour de ces personnes et donc pouvoir vraiment rendre un service puisque nous sommes dans le service public. Au niveau de la digitalisation, voilà, on a un petit peu parlé du plan digitalisation. On ne va pas pouvoir éviter la digitalisation, mais donc il faut pouvoir l'accompagner. Il faut pouvoir l'accompagner soit avec des humains, comme mes collègues ont dit, soit par de la formation. Mais en tout cas, pour moi, il n'est pas envisageable d'avoir l'une ou l'autre structure, c'est ça que je voulais dire, sans avoir un guichet ou au moins une prise de rendez-vous pour pouvoir parler à quelqu'un qui vous comprendra et qui vous donnera accès à cette information parce qu'on n'a pas la même information en digital que de façon humaine en face-to-face. Par rapport au niveau financier, chez les engagés, on a un très gros plan stratégique, fiscalité-travail. Je ne vais pas avoir le temps de tout vous expliquer, mais il a été validé par des experts. Donc c'est vraiment une réforme fiscale très importante qui nous permettra de dégager des moyens. Maintenant, on va être très clair, la dette a pratiquement triplé à Bruxelles sur les 5 dernières années. Donc le prochain mandat, la prochaine législature sera une législature difficile. On va laisser terminer.
sera une législature difficile parce que la première chose qu'il faudra faire, c'est remonter les finances à Bruxelles. Et donc ça, il faut en avoir conscience. Il n'y a pas de grandes promesses à faire. Il faudra d'abord remonter les finances avant de pouvoir envisager de nouveaux projets. On espère bien ne pas devoir couper dans les projets. Ça, c'est certain. Mais donc voilà. Donc je terminerai surtout sur l'accès à l'information qui, pour moi, est fondamental quand on est bénéficiaire. Merci beaucoup. 3 dernières petites choses, je prendrai chacun 30 secondes pour faire la capsule puisqu'on va mettre fin au débat, c'est une chose. Deuxième chose, merci pour ces ponts qui ont été jetés avec la société civile, mais aussi entre vous, parce que ça va nous nourrir, parce que la campagne d'éducation permanente du Centre d'Action Laïque en 2024, c'est sur la cohésion sociale et elle est intitulée « Solde insuffisant, le choix de qui ?» Donc on aura toute une série de débats dans les régionales, mais donc forcément aussi à Bruxelles à partir de septembre, et ça va nous nourrir effectivement notre mémorandum communal qui arrivera. Moi je tenais au nom du Centre d'Action Laïque à remercier vos 6 partis politiques, parce que vous avez à chaque fois été présents autour de la table durant ces 15 débats qui mettait en scène nos 15 priorités. Ça a toujours été très enrichissant pour tous ceux qui travaillent autour de ça, pour la société civile. Et donc vraiment merci. Je vous souhaite, on vous souhaite beaucoup de succès pour dimanche. Et puis maintenant, on peut prendre le verre de l'amitié. Voilà.